Donc, comme vous le constatez, on imagine au quotidien, la pratique donc, du télétravail est de plus en plus présente dans nos sociétés depuis plusieurs années. C'est encore plus vrai durant les 2 dernières années, hein, avec évidemment donc, la crise sanitaire que nous vivons tous. Donc cette pratique, elle a été pendant un certain temps évidemment subie par le biais des différents confinements et des restrictions sanitaires, mais il n'empêche que elle a également permis aux entreprises et aux salariés d'apprendre à développer de nouvelles pratiques et d'apprendre à davantage télétravailler par rapport à avant. Donc même si cette pratique a été subie ces dernières années, on a quand même donc le sentiment qu'elle va encore continuer son développement dans les années à venir. Donc dans ce cadre-là, on a effectué donc une publication qui a été diffusée fin d'année dernière, en décembre 2021. Donc c'est une publication transversale puisque le télétravail touche finalement, concerne toutes les thématiques. On a évidemment eu une entrée quantitative parce que ce qui nous intéressait dans un premier temps, c'était d'essayer de quantifier ce que représentait le télétravail dans les territoires. Vous êtes évidemment conscient que le télétravail ne se pratique pas de la même manière d'un secteur d'activité à un autre. Certains métiers ne le permettent pas. Et les activités économiques n'étant pas réparties de manière homogène dans tous les territoires, forcément, ça a créé également des différences de pratiques entre les territoires. Ce qui nous a intéressé également donc, dans cette publication, c'est surtout d'essayer de travailler sur les impacts du télétravail. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur du quantitatif, hein, sur des entretiens d'acteurs, et on a cherché donc à analyser les impacts sur l'habitat, sur le foncier, sur l'immobilier, sur l'accessibilité, sur l'environnement. Donc aujourd'hui, on va vous présenter finalement les principaux donc, résultats de cette publication qui reprennent un peu donc, tous les éléments que je viens donc d'évoquer. Donc je laisse la parole à Gracienne pour la première partie. Alors, chers auditeurs, si vous le voulez bien, entrons dans le sujet par le prisme de l'emploi. 23% des emplois pourraient être occupés en télétravail. Comment arrive-t-on à ce chiffre-là? On s'est appuyé sur un travail de la DARES qui a enquêté à un grand nombre d'entreprises à l'automne 2020, donc en plein pic de télétravail, et qui a édité un certain nombre de résultats sur les proportions d'emplois de postes télétravaillés selon les secteurs d'activité. Ainsi, en appliquant ces taux de télétravail par secteur au tissu économique de notre département, nous avons pu atteindre ce résultat de 23%, donc presque le quart des emplois qui pourraient possiblement s'exercer en télétravail, sachant que la proportion qui avait été mise en évidence par la DARES au niveau national était de 26%. Donc un département de la Loire qui se situerait très légèrement en dessous de la proportion nationale parce qu'un tissu économique plus densément occupé par des activités qui ne sont pas télétravaillables. Lorsqu'on zoome à l'intérieur du département et qu'on s'intéresse aux différents territoires qui le composent, on est parti sur les intercommunalités. On se rend compte que finalement, il n'y a pas une grande différence entre les différents territoires du point de vue de ce taux d'emploi télétravaillable. En effet, ça va de 21% à 24%. Donc, vous voyez, c'est une palette qui est assez ramassée, même si, évidemment, on constate que la proportion d'emplois télétravaillables est centrée sur les plus grands espaces urbains, Saint-Étienne Métropole, Rouennais Agglomération, dans une mesure moins élevée, Loire-Forêt Agglomération.
Bonjour, excusez-moi, mais on n'a pas de diaporama à l'écran, c'est normal? C'est absolument pas normal, c'est tout à fait anormal. Est-ce que c'est un problème constaté par tous? Oui, moi j'ai le même problème. Oui. Moi, je pense, oui. Oui. Ça vient de la source. Est-ce que vous avez le diaporama? Oui. Ça y est. Pas en plein écran, mais nous l'avons. Ça marche. Attendez. Et mets-le en caméra, là. Projette-le. Est-ce que vous le voyez là? Oui, parfait. Et là, c'est bien. Ah, d'accord, très bien. Parfait. Excusez-nous. Bon, vous n'avez pas raté grand-chose puisque la première diapo énonçait simplement le chiffre introductif de 23% des emplois occupés télétravaillables dans le département et on abordait la seconde diapositive pour voir comment s'exprime cette proportion sur les différentes entités du département de la Loire. Alors, la leçon à tirer de cette approche par EPCI est que finalement, il y a assez peu de différences entre les territoires, sans doute une concentration de ce phénomène plutôt observable dans les territoires urbains, Saint-Étienne métropole, Rouennais agglomération et Loire-Forêt agglomération dans une mesure moindre. En fait, le distinguo de proportion de télétravail s'exerce sans doute à une maille territoriale plus fine que les intercommunalités, donc les communes, voire les zones d'activité. Et en tout cas, c'est évidemment le secteur d'activité qui va faire que la part de télétravail est importante ou non. Ainsi, dans le secteur des services, elle atteint presque 30%, presque 3 emplois sur 10 pourraient être pratiqués en télétravail et dans certaines sous-branches des services, elle est extrêmement importante. Par exemple, dans la banque, 3 emplois, les 2 tiers des emplois se pratiquent ou pourraient se pratiquer en télétravail et presque 80% dans toutes les entreprises du numérique. Ça, c'est quand on approche le sujet à partir de l'emploi et des postes occupés sur les territoires. Lorsque l'on considère le sujet à partir des actifs par rapport à leur lieu de résidence, on se rend compte que y a une palette de taux de télétravail qui est un peu plus différente d'un territoire à l'autre. En effet, si presque le quart des actifs pourraient occuper leur poste en télétravail au vu du travail qu'ils font, cette proportion est très différente d'un secteur à l'autre. Elle s'étend de 17% à 25% dans certains territoires, et en particulier dans l'espace métropolitain stéphanois. Donc là, on se rend compte que les différents territoires vont plus être marqués par le télétravail à cause du profil des actifs qui résident, plutôt qu'à cause du profil des emplois qui y sont présents. Voilà les traits saillants de ce qu'on a pu tirer de cette approche emploi du télétravail, mais finalement, comment ce phénomène-là peut-il évoluer dans les années à venir? On s'est appuyé sur un travail qui a été réalisé par l'atelier parisien d'urbanisme, qui était adossé également, évidemment, aux travaux de la DARES, et qui a fait un certain nombre d'hypothèses sur le nombre de jours télétravaillés, sur les secteurs qui s'empareraient de cette nouvelle façon de faire. Et lorsqu'on applique
à notre tissu économique ligérien ces hypothèses, on arrive finalement, hors crise sanitaire, hein, hors contexte sanitaire difficile, à un emploi sur 10 qui pourrait être exercé en télétravail. Donc c'est assez résiduel. Et en tout cas, c'est très en dessous de ce qu'on a pu connaître pendant la crise sanitaire. Et ça concernerait en gros 5% des emplois du département de la Loire. Donc un phénomène, en effet, à prendre en considération dans les modes d'habiter et les modes de travailler, mais un phénomène qui, en tout cas, dans les proches années, devrait se situer assez à la marge des pratiques habituelles. Voilà pour ce qui concerne l'approche emploi. Je vous propose de poursuivre cet examen du télétravail par un regard sur l'immobilier d'entreprise. Donc, vous l'aurez compris, le télétravail ne sera plus un épiphénomène, mais il va certainement être amené à s'inscrire de manière beaucoup plus durable au sein donc, de nos pratiques. Donc, nous sommes allés rencontrer des chefs d'entreprise, des commercialisateurs, pour essayer de voir avec eux les pratiques qui étaient déjà en cours depuis ces dernières années et surtout les tendances qui étaient en train de s'amorcer de manière un peu plus significative depuis que la pratique du télétravail est plus importante. Donc, deux tendances en cours. La première, c'est une diminution des mètres carrés. Qui dit instauration donc, du télétravail à raison de 1, 2 ou 3 jours par semaine, dit pour un chef d'entreprise, en fait, sous-occupation des locaux. Et donc, une première tendance qu'on perçoit sur les territoires et évidemment dans le département de la Loire, c'est une tendance à résilier les bails de manière en fait à occuper donc des locaux de plus petite taille. Et la demande nouvelle concerne également du coup des locaux de plus petite taille. Deuxième tendance, c'est des chefs d'entreprise qui n'envisagent pas de quitter les locaux qu'ils occupent, mais qui envisagent par contre, et pour certains qui ont déjà démarré, une réflexion sur la redéfinition des espaces. Donc, il y a quelques années de ça, on entendait beaucoup parler des open space. Donc, vous savez, voilà, on se situe dans une grande pièce, on décloisonne tout, on met plein de bureaux les uns à côté des autres et voilà, tout le monde travaille de manière comme ça ouverte sur un même plateau. Donc ça, aujourd'hui, c'est plus vraiment à la mode. D'une part, la crise sanitaire fait qu'on ne peut plus se retrouver agglutinés sur un même plateau. Et puis, pour les salariés, c'était souvent en fait générateur de sources de stress. Donc aujourd'hui, on va de plus en plus vers le flex office. Le flex office, c'est quoi? C'est que donc du coup, sur un même plateau, en fait, les bureaux vont être définis avec une partie d'alcôve individuelle, une partie de salle collective, des espaces de convivialité. Et surtout, la nouveauté, c'est qu'un bureau ne va pas être attribué à une personne, sauf si cette personne décide de ne pas du tout pratiquer le télétravail. Mais les personnes, en tout cas, qui choisissent donc le télétravail, pourront finalement occuper au gré de leurs besoins, soit une alcôve individuelle, soit un espace plus collectif. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adapter finalement l'espace au gré des besoins des salariés et donc d'optimiser. Donc, à l'avenir, ce qui se dessine, vous l'aurez compris, c'est des immeubles avec donc beaucoup moins de bureaux privatifs, beaucoup plus donc d'espaces collectifs et d'espaces de convivialité. Les salariés, en fait, vont passer moins de temps sur leur lieu de travail, mais par contre, ils sont à la recherche d'un temps beaucoup plus qualitatif.
D'ailleurs, certains chefs d'entreprise nous disent que ça commence à faire partie des négociations lors des entretiens d'embauche, le télétravail et les conditions d'exercice du télétravail, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. À l'avenir également, du coup, ce que les commercialisateurs, en tout cas, commencent à voir se dessiner, c'est donc une importance croissante donc, du confort au travail. Donc, qui dit confort dit avoir de bons équipements numériques, prendre en compte la qualité de l'air, la luminosité, le confort thermique, faire en sorte que les espaces de travail soient bien desservis et que les aménités urbaines soient également proposées. Donc, un espace beaucoup plus qualitatif. De manière du coup beaucoup plus opérationnelle, les commercialisateurs commencent du coup à avoir une demande de bureaux dans le parc ancien en diminution. Tout simplement parce que les bureaux donc du parc ancien sont beaucoup plus difficiles à redéfinir. Et puis, surtout, on parle donc de confort thermique, de luminosité. Ce n'est pas forcément eux qui sont le plus concernés par ces qualités. Donc, ils commencent déjà à apercevoir une baisse donc, de ce type de biens, sauf si ces biens sont vraiment très atypiques et ont un vrai cachet. Et dans ce cas-là, ils restent quand même attractifs. Et à l'inverse, ils commencent à avoir une demande donc, croissante donc, de locaux neufs, mais de locaux donc, de plus petite taille. Donc, deuxième tendance qui est en augmentation, c'est la croissance des tiers-lieux. Donc, on parle beaucoup de télétravail, mais le télétravail, il ne s'effectue pas forcément au sein donc, des maisons ou des appartements, au sein en tout cas du logement du salarié. Il peut également se faire donc, dans d'autres espaces qu'on appelle des tiers-lieux. Donc, ça peut présenter en fait un certain nombre d'avantages pour les entreprises. Ça peut éviter notamment à une petite structure de louer des locaux. C'est moins coûteux de faire travailler donc ces salariés dans un tiers-lieu. Et puis, pour certains chefs d'entreprise qui sont encore réticents à l'idée que la sphère professionnelle s'effectue sur le même lieu que la sphère privée, les tiers-lieux ont du coup l'avantage de décloisonner la sphère privée et la sphère professionnelle. Côté salarié, ça présente évidemment l'avantage de réduire le temps de distance des trajets de domicile-travail, qui pour certains peut s'avérer assez long, tout en maintenant le relationnel, puisque en étant donc dans un tiers-lieu, la personne ne travaille pas seule. Donc, on a identifié en fait 3 types d'espaces de coworking. On a des espaces qui sont vraiment dédiés au coworking. Donc là, en fait, les personnes qui sont présentes dans ces espaces ne travaillent pas forcément donc, dans le même secteur d'activité et chacune en fait l'utilisation qu'elle souhaite. Ça peut être une location à l'heure, à la journée, au mois. On s'aperçoit que ces espaces sont souvent localisés dans les milieux urbains. Deuxième type d'espace, ce sont les espaces de coworking qui sont en fait présents dans un tiers-lieu. Donc, il y a plusieurs exemples de tiers-lieux. Ça peut être les pépinières d'entreprise, les incubateurs, les Fab Labs. Un tiers-lieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un espace où le faire ensemble est important. C'est-à-dire qu'il y a une communauté, il y a une culture. Et là, on a vraiment une idée sous-jacente qui est quand même de concourir à des projets collectifs. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on a 2 types de tiers-lieux. Ceux qui sont davantage tournés vers l'innovation, qu'on va retrouver dans les centres-villes, et ceux qui vont plutôt toucher le milieu associatif, les thématiques de la culture, du domaine social, qu'on va essentiellement retrouver dans les campagnes. Troisième et dernier type d'espace, qui là concerne essentiellement les espaces ruraux. On est sur des bureaux partagés qu'on va retrouver soit dans une antenne Pôle emploi, soit dans une mairie, soit dans une médiathèque. Donc là, l'idée, ça sera plutôt pour des espaces ruraux qui n'ont pas sur leur territoire ou à proximité les 2 autres types en fait d'espaces de coworking identifiés précédemment, de proposer un poste d'ordinateur à la demande
pour certains utilisateurs. Donc, on est vraiment là sur des besoins ponctuels. Donc, si on regarde ce qui se passe au niveau donc, de la Loire, on a essayé hein, donc de produire une carte de ces 3 types d'espaces. Donc, en bleu foncé, vous avez les espaces qui sont uniquement donc, dédiés au coworking. Ils sont au nombre de 15 dans le département de la Loire. Ce qu'on peut retenir, c'est que 80% d'entre eux relèvent d'un portage privé et qui sont donc, pour l'essentiel, localisés à Saint-Étienne Métropole et au Rouennais Agglomération. On a ensuite, donc, en bleu clair, des espaces de coworking qui sont, eux, adossés à des tiers-lieux. On en a 9. Et eux, on remarque donc qu'ils sont essentiellement, qui sont assez dispersés et qui sont assez présents finalement au sein de Loire-Forêt Agglomération, de Forest et de la Coplaire. Donc, petite précision sur ces tiers-lieux. On en a plusieurs qui sont situés à Saint-Étienne Métropole dans le domaine de l'innovation, qui apparaissent en fait en orange, mais qui n'ont pas en fait d'espace de coworking adossé. Et enfin, donc, on a des structures donc, non dédiées, donc, qui sont au nombre de 7 et qui sont donc, surtout présents hein, dans les territoires ruraux, donc à l'image de Saint-Didier-sur-Rochefort, de Saint-Étienne-le-Mollard ou de Cordel. Donc, pour résumer, donc, vous l'avez vu, l'immobilier de bureau est en véritable mutation. Donc, avec d'une part une diminution donc, de la demande de mètres carrés de bureaux pour répondre à la sous-occupation qui a pour impact donc soit de baisser la demande placée, soit donc d'engager des déménagements de certaines entreprises, donc des déménagements qui vont surtout concerner le parc neuf. Donc, deuxième tendance, plutôt la réorganisation donc, des bureaux, la redéfinition de l'espace qui va induire donc, une stabilisation de la taille des bureaux, donc de la demande placée, qui va également donc, induire le développement de la pratique donc, des flex office et qui va également engager le besoin donc, d'une offre de bureau qui va répondre finalement à ces nouveaux critères, beaucoup plus qualitatifs de confort thermique, de luminosité, d'aménité. Et enfin, le développement des tiers-lieux. Donc, le développement des tiers-lieux, il faut savoir qu'il y a une politique quand même nationale hein, qui est vraiment assez forte, qui va en tout cas en faveur de ces tiers-lieux, tout simplement parce que c'est quand même prouvé qu'ils sont générateurs d'activités en fait économiques. Donc là, les commercialisateurs, ils vont devoir finalement réfléchir à une meilleure intégration de ces tiers-lieux dans tous les espaces, que ce soit finalement les centralités urbaines pour répondre notamment aux salariés dont le logement ne serait pas adapté à la pratique donc, du télétravail, mais également aux espaces donc, périphériques et ruraux pour répondre à une demande donc, croissante de la population. Donc, on va maintenant passer aux impacts du télétravail sur l'habitat. Donc, évidemment, les logements vont également devoir s'adapter à cette nouvelle pratique. Donc, Monique Hélène, qui est en fait une psychosociologue spécialiste de l'habitat, a montré donc dans ses travaux que historiquement, la France présente des logements de plus petite taille comparativement aux autres pays de l'Europe. Donc, elle l'explique comment? Elle l'explique par une culture vraiment historique, ancienne, qui fait que les logements en France sont prévus pour une vie professionnelle qui se situe à l'extérieur du logement, qui a un décloisonnement en fait très clair entre vie privée et vie professionnelle. Donc, dans l'édition 2020 de l'enquête Qualitel, a été posée la question de quelle pièce vous auriez besoin en fait en plus, quelle pièce il vous manque. Et clairement, le confinement, il a mis en évidence l'inadaptabilité de certains logements. Vous le voyez, la chambre en fait apparaît en première position. Ça, c'est quelque chose de classique. Sauf que
avant la crise sanitaire, la part de la chambre était beaucoup plus importante. Et inversement, le bureau n'arrivait pas forcément en deuxième position et arrivait en tout cas de manière beaucoup moins discriminante en termes de part. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'espace bureau, il devient vraiment une partie donc, intégrante des réflexions de la conception des logements, mais également de leur évolutivité. C'est-à-dire que maintenant, quand les concepteurs du coup réfléchissent à la construction des logements, en fait, ils commencent vraiment à prendre en compte cette problématique du bureau où quand c'est pas possible dans un logement collectif, par exemple, de rajouter en tout cas une pièce en plus, ils vont essayer de réfléchir à des systèmes de cloisons mobiles, de possibilités de fermer des pièces pour faire en sorte, en tout cas, que le télétravail devienne une pratique acceptable et réaliste dans tous les logements. Donc, à partir de là, on a essayé de regarder donc, au sein du département de la Loire quelle était la taille des logements. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que de manière générale, les logements sont quand même, présentent une taille assez confortable. Donc, plus d'un tiers en fait des logements ligériens ont 5 pièces ou plus. Donc, on n'est pas sur des tailles de logements petites. Donc, évidemment, même si il y a des disparités et qu'on ne peut pas non plus généraliser, mais quand même, on est globalement sur des logements qui sont relativement bien dotés, avec donc une offre résidentielle plutôt qualitative en termes d'espace, mais l'espace peut ne pas suffire à la pratique du télétravail. En effet, encore faut-il que le logement présente une qualité énergétique suffisante. Donc, les télétravailleurs, ils passent donc de plus en plus de temps chez eux et du coup, ils ont besoin d'un habitat qui présente un certain confort thermique de qualité. D'autre part, évidemment, une bonne performance du bâti, elle a pour incidence de baisser la facture énergétique, notamment celle qui est liée au chauffage. Donc, c'est vraiment en fait important de prendre en compte cette donnée. L'enquête EFI a mis en évidence que 54% donc, des personnes qui télétravaillaient pendant donc, la période de confinement en 2020 ont ressenti donc, des inconvénients qui concernaient le confort énergétique de leur logement. Et parmi ces 54 personnes, 78% d'entre elles ont mis en évidence des problèmes liés à la température. Donc, ce qu'on voit quand on regarde donc là ce qui se passe au niveau donc, du département de la Loire, c'est que près de la moitié en fait des logements ont été construits avant toute réglementation thermique. Donc, ça concerne notamment encore plus les territoires un peu plus ruraux. Donc, à l'image de la communauté de communes du Pays d'Urfé, où on a 62% des logements concernés par cette problématique. Idem à Charlieu-Belmont avec 53% des logements. Donc, ce qui veut dire qu'on peut supposer que ces territoires sont composés de logements un peu moins performants et donc ces logements en tout cas peuvent être problématiques dans la pratique donc du télétravail, si celle-ci évidemment venait aussi à devenir un peu plus présente. Autre variable qui nous semble très importante quand on parle donc de télétravail, c'est la bonne desserte numérique. Évidemment, le télétravail, il nécessite d'avoir une bonne couverture numérique. Donc, c'est un véritable enjeu pour pouvoir, au quotidien, utiliser les différentes connexions, les différents outils nécessaires à l'exercice donc de nos activités. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le département de la Loire est très bien couvert. On observe une couverture à plus de 95%. Donc, même si quelques disparités, là aussi, territoriales sont identifiées,
notamment dans les territoires du Mont du Forêt, où quelques communes restent un peu moins desservies que d'autres. Mais de manière donc générale, on observe quand même une bonne couverture. Donc, toutefois, les territoires donc, qui sont les moins desservis, bah, c'est vrai que pour eux, ça peut être problématique parce que ça veut dire que pour les actifs du coup qui y vivent, bah, c'est plus compliqué donc de télétravailler. Et puis, ça veut dire aussi que les espaces donc, de coworking, les tiers-lieux, eh ben, peuvent peut-être être perçus dans ces territoires comme du coup une alternative qui permettrait à ces actifs donc, de ne pas se déplacer sur leur lieu de travail tout en restant à proximité de leur lieu de domicile. Enfin, on s'est questionné sur les résidences secondaires. Donc, en fait, tout est parti notamment de pas mal d'articles en fait, de presse qu'on a lus et qui montraient que notamment dans la région en fait, parisienne, de plus en plus de salariés avaient tendance en fait, à quitter leur résidence donc, principale pour leur résidence secondaire et du coup à faire de leur résidence secondaire leur nouvelle résidence principale. Donc, on s'est un petit peu interrogé sur cette question à l'échelle de notre département. Donc, tout d'abord, en fait, petite info de cadrage, on observe donc dans le département de la Loire 16 500 résidences secondaires. Il faut savoir qu'un quart d'entre elles sont concentrées dans 6 communes et que si on regarde le poids que représentent les résidences secondaires dans la totalité donc, des logements, on s'aperçoit donc que les communes qui sont les plus concernées, en tout cas en part, par des résidences secondaires, ce sont celles qui sont rurales et qui sont essentiellement donc localisées dans la montagne du Forêt et dans le Pilat. Donc, on s'aperçoit également que sur une dizaine d'années, la part des résidences secondaires est en diminution. Mais comme je vous le dis, ça fait plus de 10 ans. Donc, on n'est pas finalement sur une tendance qui est très récente. Donc, on ne peut pas vraiment dire que cette tendance, en fait, s'explique par le recours au télétravail. En revanche, on peut s'interroger sur ce qui va se passer finalement dans les années à venir. Est-ce que la pratique du télétravail va finalement accroître également cette tendance-là? Mais de manière générale, on a quand même tendance à penser que la relocalisation du domicile est assez peu probable, tout simplement parce qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises vont vers 100% de télétravail. Et qu'il y a d'autres finalement problématiques qui rentreraient en compte. Voilà, on peut supposer que les habitudes personnelles prises avec la famille à proximité, les écoles, les enfants, etc., peuvent aussi rentrer en question quand il s'agit de déménager. Voilà, donc là, on voulait juste vous dire finalement qu'on s'est posé la question. Maintenant, à voir ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, je laisse la parole à Gracienne pour les impacts du télétravail sur la mobilité. Alors, la question vous brûle les lèvres, je le sais. Est-ce que c'est la fin des bouchons? Soyons lucides. Il apparaît que plutôt non. Pour aborder ce sujet de l'impact du télétravail sur la mobilité, on s'est appuyé une fois encore sur les travaux de l'atelier parisien d'urbanisme qui a fait un travail un peu prospectif en appliquant des taux de télétravail aux actifs selon leur catégorie socio-professionnelle. Donc, il y a un certain nombre d'hypothèses sous-jacentes pour atteindre les résultats un petit peu touffus qui s'affichent sur votre écran. En tout cas, on considère que si on se cale sur un scénario qui pourrait être réaliste, avec des taux de télétravail modérés selon les CSP, on s'épargnerait, les actifs ligériens s'épargneraient 5%
de leurs allers et retours. Donc, c'est tout de même assez résiduel, hein, parce que les 95% seront bel et bien réalisés, et étant entendu qu'on a tous en tête, bien sûr, que le trajet domicile-travail ne compte que pour 20% des déplacements, hein, d'un territoire, enfin d'une autre en tout cas. Donc, un impact direct sur la mobilité domicile-travail qui devrait être tout de même assez mesuré. Alors, il y a des effets un petit peu indirects, hein, qu'on observe d'ores et déjà, et un auquel on ne s'attendait pas tellement, qui est que le nombre de déplacements, en fait, avec le télétravail, le nombre de déplacements s'accroît. Eh bien oui, parce que le trajet domicile-travail, il s'inscrit dans un circuit qui comprend des étapes. Quand je pars le matin avec ma petite voiture, je m'arrête à la boulangerie, je pose les triplés à la périscolaire, et puis j'ai une petite course à faire aussi avant de rentrer au boulot, et le soir, il y a le chemin inverse à réaliser. Donc il y a un certain nombre d'étapes qui, même si le travail se réalise à la maison, devront être maintenues. Alors, évidemment, hein, le chaînage des déplacements se modifie. Il y a sans doute moins de rush aux heures de pointe parce que les choses se décalent. Si je ne vais pas au travail, tiens, peut-être que je peux épargner le périscolaire aux enfants. Les coller directement à l'école. Peut-être que je peux mettre à profit ma pause méridienne pour aller faire les courses et ne pas me retrouver agglutinée en fin d'après-midi au supermarché. Et puis, il y a peut-être un certain nombre de déplacements de proximité que je vais pouvoir réaliser à pied ou en vélo, comme l'école ou le petit commerçant du coin. Tout cela, évidemment, dépend de la localisation du domicile. Mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'avec la pratique du télétravail, il y a un nombre accru de déplacements, mais avec une distance qui est raccourcie. Et puis ce télétravail, finalement, ça libère un petit peu de temps, hein, parce que ce temps qu'on passait dans la voiture ou dans un autre mode de transport, il est libéré et il peut être destiné à faire d'autres choses, et en particulier des activités sportives de loisirs ou culturelles. Et du coup, là encore, il va accroître les déplacements parce qu'il ouvre une sphère d'activité et du coup de mobilité pour s'y rendre qui est importante. Mais finalement, pourquoi on ne déménagerait pas? Pourquoi, après avoir goûté au travail chez soi, pourquoi on n'irait pas se mettre à la campagne, par exemple, s'éloigner des zones urbaines, se mettre au calme, télétravailler le plus souvent et ne s'infliger les déplacements jusqu'au travail que quelques fois par semaine. Alors, il y a eu beaucoup de littérature, hein, sur le sujet. C'est un raisonnement qui semble correspondre aux grandes métropoles. En effet, quand on est vraiment dans les contraintes de déplacement des très grandes métropoles, c'est un raisonnement qui peut se faire jour chez les actifs. On ne semble pas concerné en terre stéphanoise, hein, que ce soit l'accès à la ville de Saint-Étienne, l'accès à la ville de Roanne, ne pose pas suffisamment de contraintes de déplacement pour qu'il y ait ce changement de vie qui soit généré dans la tête des actifs. Bon, et puis, tout de même, on l'a déjà dit tout à l'heure au sujet des résidences secondaires, le télétravail, c'est pas à 100%, donc il faut quand même se déplacer et du coup ne pas trop s'éloigner. Et puis, il y a tout le jeu des proximités familiales et de la réorganisation familiale qui semble peser plus lourd que le gain escompté
d'un déménagement à la campagne, sans compter que une carrière, elle évolue, et se trouver à proximité ou pas trop loin des pôles d'emploi, c'est quand même se donner les chances de pouvoir gérer les évolutions souhaitables. Donc, côté déplacement, oui, impact, il y a, mais de façon très nuancée, et peu de progrès à attendre côté congestion. Un petit aperçu sur la question des gaz à effet de serre. Donc, l'analyse des effets sur le bilan carbone est complexe. Alors, elle découle complètement de tout ce qui a été dit précédemment. Donc, le principal, en fait, effet qui va en faveur d'une baisse de l'utilisation, enfin, dans une baisse énergétique, c'est évidemment la baisse des émissions qui va être liée à la diminution des trajets domicile-travail. Donc ça, c'est clairement le premier impact qui est identifié. L'ADEME, en fait, donc, qui a effectué cette étude au niveau national, a observé que 69% du volume des déplacements par jour télétravaillés, qu'il avait 69% en tout cas en moins de déplacements donc, par jour télétravaillé par rapport à un jour qui est effectué au sein même de l'entreprise. Donc, on voit là que voilà, c'est quand même assez considérable, 5,5 km d'un côté, 9 km de l'autre. Donc, c'est incontestablement le premier effet. Le second effet, c'est le flex office. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est le bureau à la demande. Donc là, l'idée, c'est de dire que les entreprises, en tout cas, qui font l'effort d'optimiser la surface de leur bureau, vont immédiatement, finalement, avoir un impact en termes de baisse de la consommation du chauffage et du coup, en termes de diminution des émissions des gaz à effet de serre. Donc là, c'est vraiment le deuxième impact donc, qui est identifié. Les autres impacts, vous le voyez, ils sont beaucoup plus minoritaires. Je parlerai uniquement de la chaîne modale et des nouvelles mobilités parce que là, on voit que c'est plutôt que ça va plutôt dans le sens inverse, dans le sens de l'accroissement finalement de l'émission des gaz à effet de serre. Et ça concerne justement tous les trajets qui ont été évoqués précédemment, tous les trajets de proximité qui vont être faits par le télétravail. C'est-à-dire qu'à défaut de faire les trajets domicile-travail, finalement, on va créer de nouveaux trajets qui, eux, par contre, du coup, vont générer des émissions supplémentaires en termes de gaz à effet de serre. Donc, on va maintenant passer à la synthèse sur les typologies de territoire. Bon. C'est un petit peu la douche froide, hein, cette histoire de télétravail. Parfois, on a l'impression que les impacts vont être importants. Parfois, on se rend compte en réalité qu'ils ne le sont pas tant que ça, qu'il y a des effets indirects qu'on n'avait pas pressentis. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on est en capacité de conclure, c'est que l'ensemble des espaces ligériens vont être concernés par le développement de cette pratique, même si elle se met en place dans un premier temps de façon résiduelle et qu'elle est appelée ensuite à se déployer et se généraliser. C'est vrai que le profil de chacun des territoires va déterminer les enjeux auxquels il devra faire face. Dans les pôles urbains, à Saint-Étienne Métropole, à Rouennais Agglomération, on concentre là les masses d'actifs, les masses d'emplois, et les territoires vont être numériquement les plus concernés par cette nouvelle pratique. Le regard, l'attention devra être portée sans doute sur les nouvelles temporalités qui risquent de se mettre en œuvre concernant la pratique des commerces, la pratique des équipements et des services. Parce que, sans doute,
que le fait de ne plus se déplacer au sein de ces espaces urbains et pôles emploi pour aller au travail, eh ben, ça va générer des différences dans la pratique que l'on a de ces commerces et services. Et puis, très possiblement, une pression sur des logements d'une taille un peu plus élevée peut s'exercer. Concernant les espaces périurbains, très possiblement vont être générées des mobilités supplémentaires. En effet, les actifs qui, de temps en temps, vont travailler à domicile vont devoir tout de même réaliser les déplacements qui sont liés aux achats, qui sont liés aux pratiques culturelles et sportives, et elles ne vont plus, ces mobilités ne vont plus s'inscrire dans le circuit habituel du déplacement domicile-travail. Donc sans doute qu'au sein de ces territoires, des mobilités nouvelles, avec des temporalités nouvelles, vont se mettre en place, sachant que ce sont des territoires qui sont plus peuplés d'actifs que occupés par des emplois. Enfin, pour terminer, un regard sur les espaces ruraux qui pourraient bénéficier d'un développement lié à la pratique de ce télétravail, au maintien au moins partiel des actifs qui résident dans ces secteurs dans les territoires pour le travail, avec sans doute une carte à jouer sur le développement du commerce et des services et des équipements, mais peut-être aussi un renouveau de l'attractivité résidentielle pour ces territoires qui serait effectivement mesuré, hein, mais qui pourrait s'exercer sur des actifs qui voudraient se mettre au vert. Je réponds en cela à une question qui a été posée sur le chat et qui interroge sur les opportunités pour ces espaces ruraux moyennant une qualité résidentielle de bonne tenue associée effectivement à des accès numériques de même teneur. En effet, sur ces espaces, il y a possiblement une carte à jouer, mais à mon avis, sur des masses, des volumes qui restent faibles. En tout cas, on voit bien que chacun des territoires, selon son profil, aura à s'interroger sur la façon dont va impacter cette nouvelle pratique son territoire. Et nous, dans les conseils, les recommandations, les accompagnements que l'on fait auprès de chacun des acteurs, on se fera fort d'intégrer cet aspect dans les réflexions de développement du territoire. Voilà pour cette approche qui n'est qu'une première approche du télétravail, parce que évidemment on est au début d'un phénomène et l'agence Épure se tiendra tout à fait au fait de ces nouvelles pratiques et les suivra avec assiduité. Donc, sur cette diapo, vous avez la liste des prochains webinaires qui sont organisés par Épure. Donc, on vous enverra le diaporama, vous serez tous destinataires. Et enfin, donc, on termine par la publication qui correspond au webinaire qu'on vous a présenté ce matin, qui a été donc publié en décembre 2021. Vous aurez également donc accès au lien qui vous permettra de directement finalement accéder à la totalité donc des publications de l'agence. Donc maintenant, on va essayer de prendre quelques petites questions. Donc on va regarder regarder les questions. Alors il y a une question sur la sécurité informatique, c'est ça, donc lié aux entreprises. Donc nous, ça jusqu'à présent, c'est pas forcément des choses qui sont remontées.
Ce qu'on nous dit par contre, c'est que les entreprises qui travaillent justement dans tout ce qui est mise en place de systèmes de visio, mise en place de systèmes de logiciels, en tout cas informatiques, liés au développement des pratiques du télétravail, liés à la mise en place de serveurs, enfin tout ça, en tout cas, c'est des entreprises qui ont vu leur activité très largement donc, croître ces 2 dernières années. Elles ont clairement croulé sur la demande parce que les entreprises donc, avaient besoin de s'équiper. Ce qui est également ressorti donc justement de ces sociétés, c'est que les territoires donc qui sont un peu moins desservis par la fibre, du coup ces sociétés n'ont pas été évidemment en capacité de leur répondre et de mettre en application leurs équipements. Mais on l'a dit, ces territoires restent quand même assez minoritaires. Mais du coup, la problématique de la sécurité finalement informatique et de la sécurisation des données, a priori maintenant, j'ai envie de dire qu'elle est censée être réglée parce que la majorité des entreprises ont réussi finalement à s'équiper durant cette période. Et dernière chose, ce sont souvent des systèmes, finalement, des équipements qui sont assez onéreux pour les entreprises. Et c'est aussi une des choses qui fait que les entreprises, finalement, qui ont investi sur ce genre d'équipement se projettent aussi plutôt sur du long terme et du coup vont au-delà de ces périodes de confinement et donc souvent elles ont également mis en place finalement un interne des chartes de télétravail de manière à pérenniser ces pratiques et à amortir ces équipements. Alors on a une question effectivement sur les bureaux anciens. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors évidemment, on n'a pas de réponse à l'heure actuelle, mais par contre, ça fait également partie de nos interrogations. Clairement, on a effectivement des commercialisateurs donc, qui ont mis donc, en évidence cette faiblesse de demande donc, de locaux de bureaux dans l'ancien. Et certains se posent justement la question de la reconversion de ces bureaux, puisque évidemment l'idée c'est pas qu'ils deviennent des friches et qu'après ils ne soient plus utilisés. Donc à ce jour, j'ai envie de dire qu'on n'a pas encore d'exemple sur le territoire. Voilà, de locaux de bureaux anciens qui en seraient en tout cas déjà à cet état de non-demande et de friches potentielles à venir. Mais en tout cas, nous, en tant qu'agence d'urbanisme, ça fait clairement partie des questionnements qu'on garde à l'esprit, puisqu'effectivement, si la demande des entreprises plaide vers une demande de locaux neufs, ça veut dire qu'on doit s'interroger coûte que coûte sur du coup la reconversion des bâtiments anciens. Donc soit en logement, soit en commerce, voilà, mais en tout cas ça fait partie du coup des nouveaux questionnements finalement qu'on intégrera dans nos problématiques. Bon, écoutez, on espère que cette séance vous a apporté des choses sur ce sujet donc, qui est fort intéressant, qui est quand même impactant pour nos territoires. On essaiera de suivre évidemment les tendances également à venir. Puisque là, on en est aussi à l'étape un peu des projections en quelque sorte. On vous enverra donc le support de présentation. On pourra également vous renvoyer la publication, voilà, au cas où vous ne l'avez pas. Ah ben voilà, donc apparemment elle vous a déjà été envoyée voilà, en direct. Donc voilà, donc on vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attention et on vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.